Deux chiffres, en apparence anodins, ont suffi à fissurer en une seule nuit le ciel déjà fragile du Burkina Faso, lorsque des signaux faibles ont cessé d'être du simple bruit technique pour devenir un indice préoccupant. En quelques heures, leur progression silencieuse a révélé un écart brutal entre ce que beaucoup pensaient observer et la réalité d'un dispositif d'intrusion préparé avec méthode. Que représente réellement cet écart pour celles et ceux qui suivent cette analyse, surtout lorsqu'Ibrahim Traoré est l'un des rares à interpréter ces variations minimes comme le prélude d'une offensive structurée? À partir de cet instant précis, une bascule méthodique s'amorce, redéfinissant la manière dont la vigilance et la souveraineté sont comprises. Cette séquence propose une promesse simple et exigeante, les démontrer comment une anomalie dispersée peut devenir un indicateur de vulnérabilité mesurable, puis un levier d'action concret. L'apport central pour le public est simple: comprendre en termes clairs comment lire des signaux faibles avant qu'ils ne se transforment en menaces. L'enjeu dépasse la technique. Il touche au temps de réaction, à la capacité de coordination et à la manière dont une décision s'impose quand les données semblent encore incomplètes. Dans un contexte où chaque zone sensible peut devenir un vecteur d'intrusion ciblée, confondre bruit et signal retarde l'action et augmente le risque. La démonstration s'appuie sur une logique progressive: observation, convergence, interprétation, puis décision. Elle montre pourquoi l'écart entre perception et réalité ne relève pas d'une erreur isolée, mais d'un biais récurrent dans l'analyse des systèmes complexes. En filigrane, le rôle d'Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage méthodologique: privilégier la cohérence des indices plutôt que leur volume apparent. À mesure que la logique se déploie, une question guide la suite: à quel moment un pays doit-il basculer de l'hypothèse prudente à l'alerte opérationnelle? Trois rapports distincts, issus de zones séparées par plusieurs centaines de kilomètres, ont décrit exactement les mêmes signaux dans un intervalle de moins de 48 heures. Cette répétition chiffrée a suffi à faire basculer l'analyse, transformant ce qui ressemblait à une anomalie locale en un indicateur central d'activité aérienne ciblée. À ce stade, le contexte compte autant que le fait brut. Les premiers relevés provenant d'avant-postes considérés comme secondaires, où l'activité militaire reste faible et les variations techniques présentées étaient des disques fréquentes. Pris isolément, chaque signal pouvait être interprété comme un artefact, une dérive de capteur ou une interférence passagère. Pourtant, leur concordance temporelle a introduit une rupture logique. Les données n'étaient plus simplement nombreuses, elles devenaient cohérentes. C'est ici que l'écart entre perception et réalité commence à se matérialiser. Dans la capitale, les niveaux intermédiaires hésitent encore. Les chiffres paraissent fragmentaires, insuffisants pour justifier une alerte nationale. Sur le terrain, en revanche, la répétition modifie déjà les comportements. Les équipes locales consignent chaque variation avec plus de précision: intensité, intervalle, direction, durée. Séparément, ces paramètres ne portent pas de sens décisif. Alignés, ils dessinent un motif stable. Ibrahim Traoré perçoit alors un détail que beaucoup jugent trop discret: la cyclicité des signaux. Leur retour à des plages horaires identiques suggère une intention, non un hasard statistique. En demandant que chaque fragment soit comparé et croisé, il impose une grille de lecture fondée sur la cohérence plutôt que sur l'intuition. Progressivement, une dynamique apparaît. Les trajectoires supposées ne sont ni improvisées ni aléatoires, mais orientées vers des points névralgiques du territoire. Ainsi se referme la première boucle de curiosité. L'écart initial ne provient pas du volume des données, mais de leur convergence rapide, un principe qui redéfinit toute la suite de l'analyse. Dans cette phase charnière, un fil conducteur s'impose sans emphase.
relier des indices épars pour leur donner une cohérence opérationnelle. Ibrahim Traoré incarne cette fonction de manière méthodique, non par des annonces spectaculaires, mais par une attention constante portée aux micro-variations que beaucoup considèrent comme négligeables. Sa posture consiste à écouter d'abord les relevés jugés mineurs par les échelons intermédiaires, puis à les replacer dans une lecture d'ensemble. Un premier cas concret illustre ce glissement. Dans une zone à faible activité militaire, une équipe locale observe une variation brève mais répétée sur plusieurs nuits. Aucun élément pris isolément ne justifie une alerte. Pourtant, la répétition intrigue. Lorsque ces données sont mises en parallèle avec des relevés similaires près d'un autre point sensible, et une régularité temporelle apparaît. Ce simple alignement change l'interprétation. La coïncidence prend la forme d'un rythme. Un second cas renforce cette dynamique. Près d'une installation stratégique, une patrouille consigne une intensité légèrement croissante du signal sur 3 nuits successives. D'abord attribuée à une dérive technique, cette progression prend un sens nouveau une fois superposée à la première série d'observations. L'ensemble dessine un double ancrage, temporalité commune et intensité évolutive, qui transforme un doute diffus en hypothèse structurée. Ces impacts précoces donnent leur fonction aux acteurs de terrain. Leur vigilance discrète nourrit une compréhension élargie du phénomène et alimente la décision. Et l'évidence finit par s'imposer. Un signal faible répété vaut davantage qu'un signal fort isolé, car il révèle une intention avant qu'elle ne se manifeste pleinement. La phase d'activation débute sans signe spectaculaire. Les unités avancées relèvent d'une intensité inhabituelle dans les signaux nocturnes, suffisamment faible pour passer inaperçue, mais suffisamment répétée pour susciter une vigilance accrue. Ces variations apparaissent de manière dispersée, puis reviennent, portant une signature similaire malgré des distances de plusieurs centaines de kilomètres entre les points d'observation. La répétition crée une tonalité atypique. Elle ne relève plus du bruit de fond. Elle suggère l'émergence d'une structure. À ce moment précis, Ibrahim Traoré examine les premières superpositions de données. Il identifie un détail critique: l'intervalle temporel entre les signaux se réduit nuit après nuit. Le rythme s'accélère. Cette évolution indique une montée en cadence volontaire. Les équipes techniques détectent ensuite de brèves pulsations dans la bande de surveillance, apparaissant par séquence. Chaque pulsation ressemble à un test. Chaque approche affine une intention d'observation. Le point culminant survient lorsque l'échelle change. Les signaux ne sont plus simplement dispersés. Ils convergent progressivement vers des zones sensibles. Les équipements sont recalibrés. Les techniciens perçoivent alors une organisation presque géométrique dans les trajectoires supposées. Le rythme se densifie encore. Les drones présumés évoluent à des altitudes plus basses, ajustent légèrement leur vitesse, mais conservent une logique cohérente d'observation ciblée. Au sol, les unités signalent des mouvements rapides, difficiles à identifier à l'œil nu, mais suffisamment marqués pour être consignés avec précision. La chaîne de réaction se resserre. Les communications deviennent continues. Un dispositif de coordination improvisé se met en place dans lequel chaque variation doit être transmise immédiatement. C'est dans cette dynamique qu'apparaît un élément décisif. Les trajectoires se rapprochent d'un nœud stratégique. La coïncidence s'efface. La méthode s'impose. Le risque devient explicite. Ibrahim Traoré ordonne alors l'alignement de l'ensemble des réseaux de surveillance. L'objectif n'est plus d'observer passivement, mais d'anticiper. En quelques heures, le tissu de détection se compacte. Il devient réactif. Chaque irrégularité est verrouillée sans délai. Peu après,
Les premières confirmations visuelles parviennent au centre de coordination. La séquence entre dans sa phase finale. Trois drones suivent une cadence identique, approche rapide, descente progressive, tentative d'évitement, puis rectification. Leur comportement traduit une confiance technologique manifeste. L'opérateur extérieur semble convaincu de pouvoir échapper à la détection. La réaction burkinabé est immédiate. La chaîne s'enclenche. Acquisition, confirmation, neutralisation. 6 minutes suffisent. Les trois appareils sont détruits. La progression s'interrompt net. Un message s'impose alors clairement. La défense prend l'avantage lorsqu'elle parvient à lire la cadence adverse avant que l'impact ne se produise. Au départ, le repère initial paraît presque vide. Les relevés dispersés indiquent une activité faible, irrégulière, sans cohérence apparente, typique d'un espace aérien peu surveillé. Cette baseline correspond à un ciel où les variations nocturnes sont rares et rarement corrélées. Pourtant, à mesure que les signaux se répètent et que leur densité augmente, un delta net se dessine entre l'état initial et la structure observée quelques jours plus tard. La transition n'est pas abstraite. Elle s'appuie sur des mesures précises, reconstruites progressivement par les équipes techniques et mises en relation dans un cadre commun. Ibrahim Traoré place ces chiffres au centre de la lecture, convaincu que la compréhension prime sur l'accumulation brute. D'abord, un repère chiffré s'impose. Un drone neutralisé à 2000 mètres d'altitude. Cette valeur indique une hauteur choisie pour observer discrètement sans exposition visuelle directe. Elle marque un saut par rapport à la baseline où aucune activité n'était détectée à cette altitude. Le delta est clair, l'espace aérien n'est plus passif, il est exploré à une hauteur typique des missions de reconnaissance ciblée. Cette mesure ne prouve rien seule, mais elle ouvre une grille d'interprétation nouvelle. Ensuite, un autre repère apparaît. Un second appareil repéré à 1500 mètres. La baisse d'altitude signale une adaptation tactique visant à contourner le réseau recalibré. Ici, le delta ne tient pas seulement à la valeur, mais à la direction du changement. Après une première détection, l'altitude diminue, comme si l'opérateur testait une couche supposée moins couverte. Les équipes techniques consignent cette variation avec une précision accrue, ce qui transforme la réaction adverse en données exploitables. Puis, un troisième repère complète l'ensemble, une vitesse enregistrée de 400 km par heure pour le premier drone. Cette vitesse réduit drastiquement le temps de réaction disponible pour les unités au sol. Comparée à la baseline d'un ciel sans trafic rapide, elle confirme l'usage d'un appareil de surveillance avancé. Le delta réside dans la contrainte imposée. Malgré ce rythme élevé, la chaîne d'alerte parvient à se synchroniser, signe que le recalibrage a modifié l'équation tactique. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler anecdotiques. Alignés, ils forment une progression lisible. L'altitude élevée initiale, la tentative de vol plus bas, puis la vitesse soutenue dessinent une séquence d'essais successifs. Ibrahim Traoré interprète cette architecture comme une interaction dynamique. Chaque réaction burkinabé provoque un ajustement adverse qui devient à son tour une information. Le delta n'est donc pas seulement mesuré entre avant et après, mais entre action et contre-action. Ce cadre quantitatif change la nature de la décision. Il montre qu'un réseau jugé limité peut gagner en efficacité lorsqu'il lit les variations plutôt que de chercher une couverture totale. La destruction des appareils en quelques minutes n'est pas un miracle technologique, mais l'aboutissement d'une lecture cohérente des chiffres. La baseline d'un ciel silencieux a laissé place à un système capable de transformer des mesures simples en avantages opérationnels. Deux interprétations contradictoires émergent immédiatement après la neutralisation des drones. La première soutient que le succès burkinabé
tiendrait moins à une montée en compétence qu'aux limites intrinsèques des appareils intrus. Selon cette lecture, les drones auraient opéré en configuration restreinte, sans exploiter pleinement leurs capacités, ce qui aurait facilité leur interception. Les partisans de cette thèse avancent que, face à des systèmes plus sophistiqués ou à une exploitation complète des capteurs, le réseau local aurait été rapidement dépassé. La réussite serait alors conjoncturelle, presque accidentelle et difficilement reproductible. Une seconde lecture insiste sur une fragilité structurelle plus profonde. Elle reconnaît l'efficacité de la réaction en 6 minutes mais souligne son caractère ponctuel. Les analystes qui la défendent rappellent que le recalibrage du réseau reste artisanal, que la couverture demeure inégale et que les ressources disponibles limitent la soutenabilité d'un effort de détection dense. Dans cette perspective, l'opération masquerait une vulnérabilité persistante. Un adversaire plus patient ou mieux équipé pourrait épuiser la capacité d'anticipation locale par la répétition. Face à ces deux positions, les données collectées offrent un contrepoint précis. Les trajectoires identifiées avant l'interception forment un schéma répété, orienté vers des zones sensibles incompatibles avec une mission sous-exploitée. Les variations d'altitude observées, passage d'une hauteur élevée à une couche plus basse, traduisent des essais successifs pour contourner la détection, non un vol routinier. La vitesse élevée enregistrée impose une contrainte réelle qui réduit le temps de réaction et exclut l'hypothèse d'un dispositif inoffensif. Surtout, la cohérence temporelle des signaux et leur ajustement après chaque réponse burkinabé indiquent une interaction dynamique. Ce n'est pas l'absence de moyens qui a produit l'effet, mais leur lecture méthodique. Ibrahim Traoré et ses équipes ne nient pas les limites techniques, ils les intègrent. La contrainte devient un levier d'innovation analytique où chaque ajustement adverse enrichit la compréhension. Ainsi, le débat se déplace. Il ne s'agit plus d'opposer chance et fragilité, mais d'évaluer la capacité d'un système à apprendre vite à partir de microdonnées cohérentes. C'est cette faculté d'apprentissage, plus que l'équipement, qui explique la décision et son efficacité. Le basculement ne tient pas à un nouvel appareil détecté, mais à une relecture complète des données accumulées. En recoupant les trajectoires recalibrées, une logique différente apparaît. Les variations d'altitude et de vitesse ne visent ni plus seulement l'observation de sites précis, elles semblent mesurer la réaction elle-même. Chaque passage devient une sonde, chaque ajustement une tentative pour cartographier les seuils de détection et les délais de réponse. Cette lecture change la nature du problème. Ce qui paraissait une intrusion ponctuelle prend la forme d'une phase d'évaluation systémique. Les drones ne cherchent pas uniquement à voir, ils cherchent à comprendre comment le réseau burkinabé voit. La répétition crée un motif d'apprentissage adverse, où l'objectif n'est pas la collecte d'images, mais l'identification des angles morts et des rythmes de réaction. Ibrahim Traoré interprète ce glissement comme un signal stratégique. Le pays n'est pas simplement survolé, il est testé. Cette prise de conscience redéfinit la priorité opérationnelle. Il ne suffit plus de neutraliser des appareils, il faut empêcher l'adversaire d'extraire une cartographie fiable des capacités locales. À ce point médian, l'enjeu se précise nettement. La séquence observée ne constitue pas une fin en soi, mais l'ouverture d'un cycle plus large où la défense doit évoluer aussi vite que l'évaluation extérieure qu'elle provoque. Le reste de l'analyse découle de cette révélation centrale. Les effets immédiats de l'opération se déploient sur plusieurs plans, touchant des acteurs aux intérêts distincts mais interdépendants. Pour l'État, d'abord, la neutralisation rapide des drones modifie la perception interne de la vulnérabilité. Un espace longtemps considéré comme difficile à protéger
démontre une capacité de réaction crédible. Cette preuve opérationnelle réduit l'écart entre discours et action. Elle renforce la légitimité des décisions prises dans l'urgence et installe un précédent. L'alerte fondée sur des signaux faibles peut justifier une réponse ferme sans attendre un incident visible. Pour l'appareil de défense, les conséquences sont plus techniques mais tout aussi structurantes. Les données collectées, altitude, vitesse, trajectoire et délai de réaction deviennent une base de référence. Elles valident le recalibrage du réseau et confirment que la lecture cohérente des micro-variations peut compenser des limites matérielles. Les équipes mesurent que la performance ne réside pas seulement dans la détection, mais dans la synchronisation de la chaîne décisionnelle. Cette prise de conscience transforme une réussite ponctuelle en modèle reproductible qui est applicable à d'autres zones sensibles du territoire. La population, ensuite, perçoit un changement plus diffus mais profond. L'opération révèle que les observations locales, même fragmentaires, peuvent s'intégrer dans un dispositif national. Les civils comprennent que leurs signalements ne sont pas anecdotiques, mais potentiellement décisifs lorsqu'ils sont mis en relation. Cette dynamique renforce la vigilance collective et modifie le rapport à la souveraineté, désormais vécu comme un espace partagé plutôt qu'une abstraction institutionnelle. Le sentiment de protection gagne en crédibilité sans basculer dans une illusion de sécurité totale. Au niveau régional, enfin, l'impact dépasse les frontières. Car les pays voisins du Sahel observent une démonstration inhabituelle. Un État aux ressources limitées parvient à perturber une tentative d'évaluation aérienne structurée. Cette séquence oblige plusieurs acteurs extérieurs à recalculer leur marge de manœuvre. Une intrusion n'apparaît plus comme un acte sans coût ni conséquence. Dans le même temps, certains partenaires reconsidèrent leurs approches, conscients qu'une autonomie accrue en matière de surveillance peut réduire la dépendance à l'assistance extérieure. Ibrahim Traoré relie ces effets disparates dans une même lecture stratégique. L'opération ne se limite pas à un succès défensif. Elle redéfinit les conditions dans lesquelles le pays peut être observé, testé ou contesté. Les conséquences concrètes convergent vers un même point, la capacité à transformer une réaction rapide en signal dissuasif, perceptible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est cette convergence qui donne à l'événement sa portée durable. À partir des enseignements tirés de la séquence, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne constituent là pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'anticiper les dynamiques possibles selon les choix opérés après l'opération. Dans le scénario de base, le plus probable, le pays maintient une vigilance soutenue sans engager une course technologique coûteuse. Les équipes poursuivent l'amélioration progressive du réseau en capitalisant sur les altitudes et vitesses déjà observées, ainsi que sur la réduction des délais de réaction. La méthode reste centrée sur l'analyse des microsignaux et leur mise en cohérence. Ibrahim Traoré stabilise alors un modèle d'autonomie mesurée, coordination resserrée, adaptation continue et capacité à détecter des tentatives d'évaluation sans surexposition. Les intrusions potentielles demeurent possibles, mais elles deviennent plus risquées et moins fréquentes. Dans une trajectoire plus favorable, l'opération agit comme un point d'ancrage stratégique. Le recalibrage initial est consolidé, les procédures sont formalisées et partagées avec d'autres zones sensibles. Cette solidité méthodologique ouvre la voie à des coopérations régionales renforcées, notamment avec des pays confrontés à des contraintes similaires. La lecture burkinabé des signaux faibles devient un modèle transmissible. La souveraineté aérienne gagne en densité sans dépendre d'investissements lourds, et la crédibilité du dispositif s'étend au-delà des frontières nationales. À l'inverse, un scénario plus tendu ne peut être exclu.
Certains acteurs extérieurs interprètent la neutralisation rapide comme une affirmation trop visible. Ils adaptent alors leurs approches, combinant des techniques plus furtives ou multipliant les tentatives afin de saturer la capacité d'analyse locale. Le réseau, malgré ses progrès, atteint un seuil de fatigue. Le pays se trouve confronté à un choix délicat: investir massivement dans de nouveaux équipements ou accepter une pression diffuse mais persistante. Ces trois scénarios convergent vers une même recommandation de fond. Chaque renforcement doit être pensé non comme une réaction isolée, mais comme une consolidation progressive de la souveraineté opérationnelle. La clé réside moins dans la puissance que dans la cohérence des décisions prises dans le temps. Cette séquence ne reste pas cantonnée au cercle militaire ou institutionnel. Elle modifie aussi la manière dont différents publics se situent face à la question de la sécurité. Pour les citoyens, d'abord, l'opération rend tangible une capacité longtemps perçue comme abstraite. La neutralisation rapide des drones montre que les alertes, même modestes, peuvent déboucher sur une action réelle. Cette prise de conscience renforce un sentiment d'appartenance à un espace protégé, sans pour autant éliminer l'inquiétude. Elle transforme la vigilance en posture active plutôt qu'en résignation. Pour les jeunes, ensuite, l'épisode offre un repère inattendu. Il démontre que la défense ne dépend pas uniquement d'équipements sophistiqués, mais aussi d'une méthode d'analyse rigoureuse. L'attention portée aux signaux faibles, leur comparaison et leur interprétation deviennent des compétences valorisées. Ce message peut résonner auprès d'une génération en quête de trajectoires concrètes, en montrant que la maîtrise intellectuelle et la coordination peuvent produire des effets stratégiques réels. Les acteurs locaux, enfin, notamment ceux opérant près des zones sensibles, revoient la valeur de leurs observations quotidiennes. Un détail jugé mineur peut, une fois agrégé, modifier une décision nationale. Cette reconnaissance implicite change le rapport entre terrain et institution. Le travail de veille gagne en densité et en sens. Chaque remontée d'information devient une contribution potentielle à la protection collective. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de référence symbolique plus que comme une figure distante. Son insistance sur la cohérence des indices rappelle que la sécurité est un processus partagé reposant sur des milliers de gestes ordinaires. Pour le spectateur, l'enjeu devient clair: comprendre que son regard, même sans expertise technique, peut s'inscrire dans une chaîne de vigilance plus large et plus efficace. Pour transformer une opération ponctuelle en socle durable, une trajectoire claire s'impose, fondée sur ce qui a déjà fonctionné plutôt que sur l'illusion d'un saut technologique immédiat. Ibrahim Traoré envisage cette feuille de route comme une progression mesurable, où chaque étape consolide la précédente et renforce la capacité d'anticipation. Pour commencer, une première étape consiste à unifier la collecte des signaux. Les unités locales transmettent leurs relevés dans une plateforme commune actualisée quotidiennement. L'objectif est de réduire le délai entre l'apparition d'une variation et son intégration dans l'analyse globale. Le critère de réussite se mesure en temps gagné, non en volume de données accumulées. Vient ensuite une deuxième étape: renforcer la formation analytique. Les opérateurs suivent son objectif des modules courts centrés sur la lecture des micro-variations et leur mise en cohérence. L'évaluation repose sur la capacité à confirmer ou infirmer rapidement un signal suspect. Chaque minute économisée devient un avantage stratégique tangible. Une troisième étape se dessine alors: instituer le recalibrage cyclique du réseau. L'ajustement ponctuel ayant prouvé son efficacité, il doit devenir une procédure régulière.
L'indicateur clé est la réduction continue de l'écart entre détection et verrouillage, un repère déjà observable lors de l'opération initiale. Une quatrième étape s'impose, formaliser la chaîne de réaction. Du premier relevé à la neutralisation, chaque maillon est documenté. La fluidité des communications constitue le principal critère d'évaluation, car elle conditionne la cohérence de l'ensemble. Enfin, une cinquième étape complète la trajectoire, intégrer les civils aux alertes périphériques. Un mécanisme simplifié de remontée permet d'ajouter leurs observations sans saturer le système. Le nombre de signalements pertinents devient alors un indicateur de maturité collective. Cette feuille de route ne promet pas l'invulnérabilité, elle vise une chose plus réaliste, maintenir un système capable d'apprendre plus vite que ceux qui cherchent à le tester. Lorsque l'on revient aux premières observations consignées par les équipes locales, ces variations minuscules que beaucoup jugeaient trop faibles pour mériter une attention prolongée, la trajectoire parcourue apparaît avec netteté. Ce sont précisément ces signaux modestes, mis en relation les uns avec les autres, qui ont permis de révéler une logique invisible. Le motif initial, presque imperceptible dans le bruit quotidien, devient le fil conducteur de toute l'opération. La cohérence ne s'est pas imposée d'un coup, elle s'est construite par accumulation patiente. Ibrahim Traoré incarne cette constance méthodologique. En refusant d'écarter les détails jugés insignifiants, il établit une manière d'agir qui dépasse le cadre strictement militaire. Elle montre qu'une souveraineté durable ne repose pas uniquement sur des démonstrations spectaculaires, mais sur une écoute rigoureuse de ce qui, habituellement, passe inaperçu. Civils et unités de terrain ont contribué, chacun à leur niveau, à cette vigilance partagée. Le rappel est simple mais exigeant. Une défense efficace naît rarement d'un événement isolé. Elle émerge d'une capacité collective à reconnaître la valeur des signaux faibles et à les relier avant qu'ils ne deviennent des évidences tardives. La cohérence finit toujours par tracer sa propre ligne, discrète mais déterminante. La portée de cette séquence dépasse largement le cadre technique qui l'a rendue possible. Elle rappelle qu'aucune souveraineté ne se construit uniquement par des équipements ou des décisions venues d'en haut. Elle repose aussi sur une attention collective, faite de regards ordinaires, capables de repérer ce qui semble anodin. Lorsque des détails sont partagés, discutés et mis en relation, ils cessent d'être du bruit pour devenir de l'information utile. Dans cette dynamique, le rôle du public reste essentiel. Observer, questionner, comparer, puis transmettre constitue déjà une forme de participation. Les échanges ouverts, loin de fragiliser l'analyse, permettent souvent de faire émerger des éléments que les lectures rapides omettent. La vigilance n'est pas une posture anxieuse, mais un exercice de discernement. Ibrahim Traoré inscrit cette logique dans une vision plus large, celle d'un pays qui apprend à se lire lui-même avant d'être lu par d'autres. La discussion collective devient alors un prolongement naturel de la défense, un espace où les perceptions individuelles enrichissent la compréhension commune. Face à ces transformations silencieuses, une question demeure ouverte. Quelle place souhaitez-vous accorder à votre propre regard dans la manière dont ces signaux sont interprétés, partagés et compris demain?